Bonjour, merci frère Thierry pour votre invitation. Je salue tous les invités. Merci beaucoup d'être là pour m'écouter. Je suis très honorée aujourd'hui de parler devant vous. Et bon, je n'ai pas de solution miracle de vous apporter concernant les problèmes actuels, ni de la Russie, ni de l'Occident. Mais je suis là pour essayer de parler de mes deux livres que j'ai pu écrire les dernières années, et surtout, donc, comme frère Thierry a dit tout à l'heure, sur le sujet du mystère russe. Je tâcherai de répondre à deux questions principales. C'est pourquoi la Russie est un mystère, pourquoi elle reste toujours un mystère, et pourquoi l'Europe devrait aujourd'hui tourner son regard vers la Russie à nouveau. Parce qu'on connaît dans l'histoire, et j'en parlerai, les moments où l'Europe a pris cette décision et ce choix de regarder de côté de la Russie. Et on verra cela donc autour de Eugène Melchior de Voguet, justement. Et cette période de la France sous la Troisième République, et ses relations avec la Russie. En répondant à ces deux questions, vous allez avoir une idée de ces deux ouvrages que j'ai eu la possibilité d'éditer en France. Pourquoi, quand on parle de la Russie, on parle toujours du mystère? Pourquoi la Russie reste-t-elle toujours aussi peu connue en Occident, malgré les efforts des passeurs de la Russie en France, comme Eugène Melchior de Voguet d'ailleurs était le plus représentatif. Je vais vous dire quelques mots sur l'histoire justement de cette Russie peu connue. La Russie était vraiment considérée comme un pays barbare, très... Mais vraiment inconnu et inaccessible à l'Occident jusqu'au XVIIIe siècle. La Russie connaissait la France et la France ne connaissait pas la Russie. Tous les pays de l'Europe et de l'Occident ne connaissaient pas la Russie, sa culture, ils connaissaient à partir des comme disait Michel Cadot, c'est un universitaire français, parisien, qui a beaucoup écrit sur l'histoire, sur les relations franco-russes. Il disait que la France a commencé à penser, à envisager et à regarder la Russie à partir du moment où on voyait Souvorov dans les Alpes. Notre général qui a gagné, qui n'a jamais perdu par une seule guerre, le général Souvorov. Et là, c'était... donc au XVIIIe, et la Russie représentait à ce moment-là la grande puissance politique. Et sur l'arène internationale, la Russie ne pouvait pas être remarquée. Et tous les pays de l'Occident, dont la France, a tout de suite a eu cette peut-être... Oui, cette considération et cette acceptation de la puissance russe, mais c'était la puissance politique, la puissance internationale. Il ne s'agissait toujours pas de la culture, ni de la littérature, ni de la musique, rien du tout. Les Français n'avaient même pas des ouvrages parlant de la Russie. Il n'y avait rien qui existait dans les bibliothèques françaises au sujet du peuple, de la vie du peuple, de l'âme du peuple, de ce que c'est vraiment ce pays, comment on y vit, qui on est. Plus tard, par la suite, vers le début du 19e siècle, dans la première moitié, la France voit apparaître des ouvrages amateurs, avant tout, consacrés à la Russie. Il y a des voyageurs qui partaient. Il y a Madame de Staël qui est partie en Russie quelques mois. C'était une très courte période. Marquis de Custine, qu'on connaît. Il y en avait beaucoup d'autres voyageurs qui amenaient leur récit de voyage de la Russie. Custine est resté d'ailleurs 2 mois en Russie seulement. Et il a mis 10 ans pour écrire son livre, Russie en 1839. Alors cet esprit plutôt amateur, plutôt voyageur, les récits voyageurs sur la Russie, c'était déjà mieux que rien.
mais ce n'était pas encore la connaissance de la Russie, la connaissance structurée, la connaissance, la véritable connaissance scientifique, savante, disons pas scientifique, j'utiliserai pas le mot scientifique, savante de la Russie, comme aujourd'hui on peut connaître des pays voisins ou des pays lointains, mais il y a une vraie information sur le pays. On peut connaître l'histoire, on peut connaître la littérature, on peut connaître les institutions, la vie sociale, la religion, les Français commençaient un tout petit peu à toucher à ce monde mystérieux, à ce monde inconnu. C'est d'ailleurs l'expression cette Russie mystérieuse, ça appartient à Madame de Staël, qui a employé pour la première fois cette expression, la Russie mystérieuse, cette mystérieuse Russie, pardon, il disait même comme ça, cette mystérieuse Russie. La Russie reste toujours mystérieuse. À partir de la deuxième moitié du 19e siècle, la Russie, on voit apparaître en France les ouvrages savants consacrés à la Russie, à la littérature russe, l'analyse de la littérature russe, l'analyse de l'histoire. Et vers la fin du 19e siècle, là, c'était une véritable ouverture, une véritable découverte de la Russie en France. Et c'est le vicomte Eugène Melchior de Vaugué il est là. C'est lui qui était le premier véritable passeur de cette culture savante, de cette profondeur, de cette profonde culture russe. Et la critique qu'il a écrit sur les écrivains russes et surtout sur la littérature russe, oui, reste de nos jours la meilleure critique. Par exemple, sur Dostoïevski. Aujourd'hui, Melchior de Vaugué, 100 ans plus tard, est considéré comme le meilleur spécialiste français de Dostoïevski. Et ce qu'il a dit, c'était suffisant pour les années à venir encore, parce qu'il a tout dit. Melchior de Vaugué, donc, fin du 19e siècle, les dernières décennies, il a écrit en 1886 son œuvre consacrée aux écrivains russes, parue en France. Il a été élu à l'Académie française justement pour sa contribution dans la connaissance du monde russe en France. Et il était le plus jeune académicien à l'époque, il a eu 40 ans quand il a été élu. Il s'est beaucoup basé dans ses réflexions et dans sa découverte de la Russie sur les œuvres de le roi Beaulieu. On connaît très bien ce grand spécialiste de l'histoire russe qui a très bien parlé vraiment du peuple, des institutions, de la nourriture, de la géographie. Il a parlé de cette Russie pour qu'on puisse la découvrir, la ressentir, essayer de comprendre comment les Russes vivent, réfléchissent et leur vision du monde. Il est parti vivre en Russie, il a vécu 7 ans en Russie. Il a été d'abord troisième, après le deuxième secrétaire à l'ambassade de France à Saint-Pétersbourg. Il a été très proche de la cour de Tsar. Il a épousé Alexandra Anienkov, la fille du général Anienkov, qui lui a fait 4 enfants. Donc il a été vraiment, il a été... C'est à travers la femme qu'on comprend la culture. Et que Vaugué, il a été marié avec une femme russe. Et c'était le meilleur moyen, disons, il n'y a pas mieux pour pouvoir, quand tu vis avec la Russie, il n'y a pas mieux pour ressentir, pour vraiment voir les subtilités d'une autre culture. Il disait, les montagnes m'étouffent un peu quand je reviens. Quand je viens à Paris, quand je viens voir ma famille à Paris, ou quand je reviens en France, il disait, les plaines russes, et où rien n'arrête le regard et rien n'arrête la pensée. La France est une autre géographie. On connaît très bien comment on peut expliquer le pays depuis sa géographie, qui joue un rôle fondamental aussi dans la mentalité du peuple. Là, c'était vraiment très différent. En effet, la Russie, c'est des plaines, la Russie, c'est d'autres conditions de vie, c'est une autre atmosphère. Et alors, donc, Vaugué, qui s'est imprégné et qui s'est passionné de
de cette littérature russe qu'il a rencontré lui-même. D'ailleurs, il a rencontré des écrivains de l'époque. Il parle de ces rencontres, il parle ce qu'il ressentait. D'ailleurs, quand il a rencontré Dostoïevski, ce qui est curieux, c'est que Vogüé, il a tellement bien écrit sur Dostoïevski, mais il a toujours été très sceptique. Il disait, ce type, il était très méfiant vers Dostoïevski. Il dit, c'est un mélange entre Медведь et Yosh, entre ours et un hérisson. Il disait que Dostoïevski, c'était oui, quelqu'un qui était très arrogant, qui était très chauviniste, et qui disait, nous, on peut comprendre tous les peuples. Nous, les Russes, on n'est pas humains. On peut comprendre tous les peuples. Et vous, voilà, vous pouvez comprendre votre peuple, et les Russes peuvent comprendre tous les peuples. Mais le Dostoïevski, il allait quand même assez loin dans sa vision du peuple russe et de sa destinée voilà, eschatologique. Après, on peut, quand on va toucher le sujet contemporain, le sujet d'aujourd'hui, on voit qu'il y a des raisons de penser cela. Il y a des raisons aujourd'hui de retourner, de reprendre Dostoïevski, de le relire et de relire ses pensées, ainsi que d'autres philosophes russes, pour voir et pour comprendre que finalement, ce sont des prophètes. Ils ont prophétisé beaucoup de choses. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'était en quelque sorte prophétisé il y a 100 ans. Et que quand Dostoïevski dit que l'Europe va mal, et il disait que l'Europe, c'est un cimetière. Il disait cela à l'époque, il y a 100 ans, qu'il y avait cette perte, des choses qui échappaient déjà. Il y a l'essentiel qui partait déjà, qui commençait à partir. D'ailleurs, beaucoup de Français, à tort, croient que Dostoïevski, il était tellement pro-russe, en adoration de cette Russie, et que le messianisme russe s'arrête sur la domination du monde, en tout cas de ces civilisations chrétiennes. Mais en fait, quand on lit vraiment attentivement Dostoïevski, et quand on analyse et quand on comprend, c'est que Dostoïevski, il y a des citations, je peux vous le donner, toutes ces citations, où Dostoïevski dit la destinée mondiale de la Russie, c'est la destinée donc universelle, et c'est la destinée de faire tout pour que l'Europe aille bien. C'est que les Russes sont là, et ils s'inquiètent, ils disent qu'on aime l'Europe autant qu'on aime notre propre pays. Et il y a cette union, cette envie de fusion avec l'Europe, avec nos frères, avec cette Europe qui, quand même, comme nous, on est dans ce continent chrétien, dans la même histoire chrétienne, et on a un fort ressenti de ce rapprochement et de ce besoin que nous pouvons avoir l'un de l'autre, avec les pays, les uns avec les autres, les pays de l'Europe, avec la Russie. Et cette destinée qu'on voit aujourd'hui, qu'on retrouve finalement le point, disons, les choses qui restent inébranlables en Russie, et cette stabilité spirituelle, cette stabilité russe, c'est quand même, on peut croire que c'est un miracle, mais elle est liée à cette orthodoxie forte et ce fondement orthodoxe de la Russie. Et la Russie, comme je dis dans mon deuxième livre, elle ne tombera jamais. Tant qu'il y a l'orthodoxie, la Russie existera toujours. La Russie sera toujours grande, parce qu'on a la conscience de ce pilier, de ce fondement. Alors, comme disait il y a 100 ans Dostoïevski, tous les autres philosophes russes, d'ailleurs, philosophie russe, c'est la théologie, c'est indissociable, elle n'existe pas. Proprement dit, philosophie russe, ça n'existe pas. La philosophie russe, c'est toujours philosophie religieuse. Donc, c'est en fait, nos philosophes, ils sont tous théologiens. Et en lisant, en étudiant la philosophie qui est née dans les années 30, 40, c'est assez jeune, hein, elle est née dans les années 40 du 19e siècle. Oui, 1830, les premiers philosophes russes, les vrais, les penseurs, c'était à cette période qui avait la naissance aussi de cette conscience slavophile de la Russie. Toujours la philosophie russe, d'ailleurs, était basée sur les rapports... elle était toujours anti-occidentale. Ça, c'est une particularité. Heureusement, d'ailleurs,
L'Occident est là et la Russie n'aurait jamais pu avoir ce que nous avons si l'Occident n'était pas là. C'était toujours une réflexion par rapport à l'Occident, en relativisant, en comparant. La Russie était toujours anti-occidentale dans sa façon de penser. Il disait toujours que... il y avait un philosophe, est-ce que c'est Khrouchtchevski qui a dit cela? Que la guillotine des Lumières, elle comparait avec le couteau le couteau de la raison qui s'approche. C'est le couteau de la raison qui s'approche. Et ce couteau de la raison qui coupe les têtes, c'est la raison qui coupe les têtes. Et finalement, en Russie, ça a été perçu comme quelque chose de négatif. On a toujours rejeté la philosophie de Lumière. On n'a jamais eu ce genre de période en Russie. Rien de semblable, ni à la Renaissance d'ailleurs. Les deux périodes que l'Occident a connues, nous, on n'a jamais connu. Comme quoi, notre voie, elle est tellement différente. Parce qu'on sait très bien que c'est à la Renaissance qu'on commence à faire ressurgir des idéaux païens. Et qu'il y avait le redressement de l'homme et cet homme qui se croyait, ce retour au paganisme, donc l'homme qui se croyait maître de la nature. En Russie, on n'a jamais vécu ça. Et les Lumières, on sait très bien, voilà, cette raison ce que ça a pu donner. Après, on ne rejette pas la raison, bien évidemment, mais tout doit être fait dans la mesure, assez mesuré et pas démesuré. Et la Russie, en effet, on n'a pas connu cela, mais j'avoue que aujourd'hui, en Russie, ça ne fera pas de mal d'avoir un peu plus dans certains moments, de raison, parce qu'on a un peuple qui se base toujours trop sur le sentiment. C'est vraiment, ça domine notre culture, c'est le sentiment. Ça domine la raison. Et chez vous, c'est souvent la raison qui domine. Et c'est les différences des deux cultures. Et c'est bien d'unir les deux. Nous, on a besoin de votre raison. On a besoin, c'est pour ça qu'on a eu, grâce à vous, les sciences. Pierre Legrand qui a, malgré la dénationalisation et l'ouverture à l'Europe du pays, il a quand même... il a quand même civilisé en quelque sorte la Russie du point de vue des sciences. On a eu des leçons des Allemands, des Français, on a été très inspirés par la science européenne. Il a toujours vu sa destinée messianique, c'est vraiment propre à la Russie, ça fait partie du caractère national chez nous. On a un pays qui est persuadé qu'on a une destinée, et ça vient donc de nos philosophes, Solovyov, Berdiaev, l'idée russe. Donc l'idée russe, c'est justement cela, c'est cette idée d'être un rempart, le dernier rempart de ce monde contemporain, la dernière grande puissance où il y a le fondement chrétien, la grande puissance chrétienne, qui aujourd'hui est stable et qui est prête à aider, accueillir et là pour les peuples qui s'éloignent et qui se rendent compte qu'ils ont tellement perdu l'essentiel et que ça fait tellement mal à un moment quand on se réveille et que quand il n'y a plus rien, il y a le regard de côté de la Russie qui va revenir. Donc là, la Russie, elle est persuadée que ça arrivera un jour et ça paraît logique. Ça paraît logique que dans les cas où on perd tous les repères, quand l'Occident est en train de perdre tout et cette liberté de tout, quand on perd l'essentiel, l'être humain, de point de vue anthropologique, il a besoin de cet essentiel, il le cherchera toujours. Et ce n'est pas les religieux qui le disent, c'est les biologistes, les anthropologues. C'est bien connu qu'on est fait comme ça. On a un mémoire archétypal, on a tout ce bagage de nos origines qu'on a avec nous et qu'on vit avec et qu'on a tout cela dans notre tête, dans nos gènes, toute cette histoire humaine est en nous, l'histoire de nos continents, de nos terres. On est vraiment imprégné de cette histoire et on peut dire ce qu'on veut, mais on porte en nous nos besoins ancestrales et ces besoins, c'est toujours le besoin de mystère, le besoin de regarder plus haut, le besoin de recherche de sens de la vie, le besoin d'avoir des repères, avoir des repères forts. Et quand on les perd, à un moment, aujourd'hui, si maintenant il n'y a plus rien, on arrivera ici en Occident à un point où il y aura un mal-être lié à cette perte dans l'air, à cette atmosphère qui sera peut-être pesante, parce qu'il y aura la disparition des vertus, des idéaux et de la beauté, de la hauteur. Alors à ce moment-là,
il y aura le retour vers cet intérêt pour la Russie, parce que la Russie elle sera toujours là à dire, regardez, nous on le porte, on le donne, on est là, on le partage avec tout le monde qui veut. Et il y aura envie de cette amitié, mais il y aura même nécessité de cette amitié. Et alors, on voit la France, je montre dans le livre le panorama général de la France. Après la guerre, par exemple, cette période-là, c'était la guerre avec les Prussiens de 1870. Et cette défaite de la France vis-à-vis de l'Allemagne. Et dans quel état a sombré la France à cette époque, et où il y avait justement déjà lié à cette défaite, à la peur de l'allemand. Il y avait aussi l'influence de la philosophie allemande, donc Schopenhauerisme. C'est le Schopenhauer qui est venu en France de l'Allemagne à cette époque-là avec sa philosophie qui est quand même un peu sombre, et que cette philosophie qui ne laisse pas place à Dieu et qui ne donne pas cet espoir de la vie éternelle ou de juste présence de Dieu, il est exclu. Après, il y avait donc cette déchristianisation en France. Et ce changement de la politique vers cette laïcité. Il y avait en même temps les naturalistes français qui se sont beaucoup inspirés du scientisme qui régnait à cette époque. Vous voyez, tout était lié, et l'ambiance n'était pas tellement joyeuse en France. L'ambiance n'était pas tellement dans les lumières, c'était plutôt l'ambiance pesante, où il n'y a pratiquement rien qui allait à cette époque. La France s'est retrouvée un tout petit peu repliée sur elle-même. D'ailleurs, on peut y rajouter aussi la philosophie d'Auguste Comte, qui était le positivisme en France. Et tout cela ne laissait pas place à la spiritualité. Et surtout, j'accentue encore une fois, le scientisme qui est devenu une nouvelle religion. C'était une... On a arrêté, quand on a compris qu'on peut expliquer l'être humain par les atomes, par les petites particules, et que c'est ça l'homme, on a commencé tout de suite à mépriser toute spiritualité. L'homme, il a pensé qu'il n'a plus besoin de Dieu. Alors, à ce moment-là, la France, en quelque sorte, le terrain, comme disait Hans Jaus sur l'esthétique de la réception, le terrain, il était prêt à recevoir cette Russie. Le terrain, la France avait besoin, rien que pour faire face à l'Allemagne, d'avoir un ami fort politiquement, pour pouvoir faire une alliance avec un Russe pour aller contre l'Allemagne. Et on sait très bien que l'Allemand, je ne sais pas qui a dit ça, quel historien, mais il a dit que l'Allemand, c'est un ami naturel du Russe. C'est l'ami naturel de la Russie, c'est l'Allemand. Chez nous, c'est aussi assez ancré dans l'histoire. Et là, la France, qu'est-ce qui peut être mieux que les deux, disons, ennemis, mais s'ils ont le même ennemi, ils deviennent amis. Donc la France... il était, rien que pour ça, elle commençait à être bienveillante vers la Russie. Il envisageait déjà la possibilité de l'amitié. Ivo Gué, ça tombait à propos, ça tombait très bien, son activité pro-russe. Il l'amène à ce moment-là, où la France était sombrée un tout petit peu dans son désespoir, il amène la littérature russe. Et la littérature russe qui donne cet espoir, qui donne cet exemple de l'orthodoxie, mais pas pour convertir ou pour tentative de convertir les Français, mais c'est juste cet espoir, cette orthodoxie culturelle du russe, et cette force, cette permanence de cette orthodoxie, et le caractère du russe qui est un peuple qui perd jamais l'espoir, et qui a toujours cet espoir d'aller vers la lumière, de se redresser. Et ça est venu très à propos en France. Et à ce moment-là, la Russie intéresse la France non seulement politiquement, mais aussi spirituellement. Elle l'intéresse aussi par sa littérature. Dostoïevski est devenu à la mode. Vogüé, elle a créé la mode des choses russes à l'époque. Il y avait, quand on lit, quand j'ai lu les archives,
les articles dans les journaux de l'époque, il y a des articles, comme on dit, on mange la Russie à toutes les sauces, on la met là où il n'y a même pas la raison d'être. La Russie était mise partout, la Russie était tellement à la mode qu'on parlait que de ça. Et Dostoïevski était lu par, on disait, par les modistes, toutes les modistes de l'époque lisaient Dostoïevski, les bouchers lisaient Dostoïevski, les boulangers lisaient Dostoïevski. Dostoïevski était partout, c'était... La Russie, c'est Dostoïevski. Et Dostoïevski, c'est la Russie. Et pour moi, aujourd'hui, je peux vous redire la même chose. Aujourd'hui, pour moi, la Russie reste... C'est Dostoïevski. Si vous voulez savoir et comprendre la Russie, lisez Dostoïevski. C'est cela, la vraie Russie. Et elle ne change pas. Elle est la même. Il y a après peut-être le décor qui a changé, mais au fond, c'est vraiment, ça montre ce que nous sommes. La particularité, oui, de la littérature russe... c'est quand même cette base orthodoxe. Je ne sais pas si je dois vous rappeler, mais c'est quand même pour moi c'est un point important parce que dans le livre, le deuxième livre que j'ai écrit, c'est un essai. Il y a plusieurs petits articles qui forment une réflexion. Et pourquoi j'ai appelé l'Europe face au mystère russe, transcendance, nation, littérature. Il y a quand même la place que je donne la place respective à la littérature parce que quand on parle de la Russie, on ne peut pas ne pas parler de la littérature. Si vous voulez, la Russie existe parce qu'il y a cette littérature. Et alors, c'est très particulier notre littérature. Et l'histoire de notre littérature, elle est particulière aussi. L'histoire de notre littérature, elle a commencé au Xe siècle, quand il y a eu l'apparition de l'alphabet russe, de l'écrit. Avant, on avait une culture païenne. On n'avait pas de texte tout court, donc il n'y avait rien. Et quand il y avait Cyril Méthode qui ont apporté l'alphabet, c'était la naissance de la littérature. Et en même temps, c'était le baptême de la Russie. Donc le baptême de la Russie, c'est en même temps la naissance de la culture de la Russie et la naissance de sa littérature et de son écriture. Voilà, et ça c'était tout en même temps. Et c'était comme si c'était quelque chose qui c'est un seul élément indissociable. Baptême, écriture, culture, littérature. C'est la Russie au Xe siècle avec Prince Vladimir. D'ailleurs, tous les textes russes jusqu'au Pierre le Grand, c'était les textes théocentriques, c'était la littérature. D'ailleurs, en Occident, vous avez eu des genres littéraires. Nous, on n'a jamais connu des genres littéraires avant Pierre le Grand. Jusqu'au XVIIe siècle, on n'a pas eu de genre littéraire, c'était la littérature religieuse. Et c'était la littérature, comme on disait, qui a été écrite avec la grâce de Dieu. Et les textes, voilà, c'était en pensant à Dieu et c'était toujours théocentrique. Et Pierre le Grand, les réformes et cette apparition de la littérature qui était tournée autour de l'homme et autour des plaisirs, de la vie, et là, on a commencé à mettre un peu la littérature d'avant dans les monastères. Ça commence à être enfermé plutôt dans les murs de monastères. Et cette littérature, dans le sens de littérature, comme on le voit aujourd'hui, quand elle parle de l'homme, donc là, elle est née au XVIIe siècle. Après, on a connu les époques soviétiques, 80 ans sans Dieu et sous régime. Mais même ça n'a pas éradiqué, ça n'a pas supprimé l'essentiel de notre littérature, ni de notre peuple, ni de notre spiritualité. Donc cela veut bien dire que c'est tellement profond dans notre culture qu'il n'y a aucun événement de l'histoire qui peut agir et qui peut faire en sorte que nous, on perd un jour cette base et ce fondement que nous avons. Pourquoi encore donc ça, c'était un peu pour vous dire que le mystère russe, c'est aussi le mystère de sa littérature. Donc c'est quand même un point assez incroyable, cette littérature russe qui est plus que... Vogüé disait que c'est plus que de la littérature. Et Thomas Mann disait qu'il y a de grandes littératures, il y a la littérature anglaise, la littérature allemande, la littérature française, mais la littérature russe est sainte. Et vous voyez que les témoignages dans l'histoire, ce n'est pas aujourd'hui qu'on décide de dire ce genre de choses. C'était depuis toujours les grands esprits, les grands intellectuels, les religieux, les poètes. Ils ont quand même vu quelque chose dans cette littérature de particulier, de quelque chose de différent ou quelque chose qui peut peut-être, apporter à d'autres cultures quelque chose d'autre.
quelque chose de chez nous. Et parlant du mystère russe, je pourrais également aborder le sujet très intéressant qui est le sujet de la mentalité russe, du caractère national. C'est difficile de parler de la mentalité du peuple. Il faut regrouper. Moi, j'ai essayé de faire une synthèse des choses les plus marquantes, pardon. Et alors, on peut, parmi les traits russes, hein, je peux par exemple vous dire que les traits russes peuvent se résumer au phénomène suivant. Le premier, j'ai déjà abordé le primat des sentiments sur la raison, mais je vais encore dire quelques petits mots. Après, il y a un autre phénomène qui fait un peu de nous, qui fait notre culture, c'est le chaos. On est très dans le chaos. C'est le chaos historique. C'est très. Ben, j'avoue, je suis lucide. Il y a pas la Russie, ce n'est pas une. Et il y a aussi cet esprit d'unité, cet esprit d'unité et de communion qui est très fort ancré dans notre culture. Alors, si je dis quelques mots sur le primat du sentiment sur la raison, à part de ce que j'ai déjà pu dire, il y a le poète, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un poète quand même qui était beaucoup traduit, Tyutchev, Fyodor Tyutchev, c'est un poète russe qui était aussi philosophe et qui a écrit un jour un poème consacré à la Russie. Il y a une phrase tellement aujourd'hui devenue fameuse et les Russes, on est tellement fiers de cette phrase et on aime toujours le dire à l'étranger surtout. Je ne sais pas pourquoi ça nous plaît cette phrase-là. On dit la Russie, le Vogüé l'a traduit comme on ne comprend pas la Russie avec la raison. On ne comprend pas la Russie. Aux Russes, ça plaît, parce que les Russes eux-mêmes, nous-mêmes, on ne nous comprend pas avec la raison. Vous voyez le problème. Donc c'est nous-mêmes qui... et que personne ne peut nous comprendre. Si déjà nous-mêmes, on ne nous comprend pas, comment les autres peuvent nous comprendre? Et donc, la Russie est incompréhensible à la raison. Et qu'il disait dans ce même poème que, comme la Russie est incompréhensible à la raison, qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne reste qu'à croire en la Russie. Comme, après, il ajoute, comme beaucoup d'autres intellectuels, comme beaucoup d'intellectuels et les philosophes russes ont cru. Et c'est pour ça que la Russie est grande, parce qu'on a toujours cru en la Russie. On avait toujours cette foi en la Russie. Et donc, comme on ne la comprend pas, on croit en la Russie. Je vous incite à croire en la Russie aujourd'hui. Ne tâchez pas à la comprendre, mais essayez juste de croire en la Russie. Parce que, bon, comme Vogüé disait aussi que la Russie, et on a vu avec l'époque soviétique, la Russie, elle est capable de tout, comme de meilleur, comme de pire. Là, c'est quelque chose on n'arrive pas à comprendre comment et d'où ça vient soudainement comme ça. Il y a des forces, il y a des choses qui peuvent tout basculer et qui peuvent tellement tout changer radicalement et que Vogüé, il disait une très belle phrase que j'ai envie de vous citer sur l'âme russe. Il disait « Si vous saviez jusqu'où cette âme peut tomber, si vous saviez jusqu'où cette âme peut monter et de quel bond désordonné. Donc jusqu'où cette âme peut descendre et jusqu'où elle peut monter. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a quand même... c'est comme ça chez nous. C'est vrai que c'est difficile de prévoir. Il y avait un général, des Américains dans les années 60 qui dit, c'est un certain général Smith, mais je ne saurais pas vous dire plus sur ce général, mais je sais que quand il formait l'armée américaine, il disait... Faites attention avec les Russes. Les Russes, le problème, c'est qu'ils sont toujours imprévisibles et que ce qui est bon pour un Russe est la mort pour nous. Voilà, il préparait, il dit il faut connaître notre ennemi. Et il incitait à l'époque à lire Custine. Il disait lisez Custine pour comprendre la Russie. Mais je ne vous conseille pas Custine. Custine, il était assez anti-russe, et de dire que la Russie c'est un pays des morts vivants, qui disait le pays des gens sans liberté. Les gens sont tellement malheureux parce qu'ils n'ont pas de liberté, et quand on n'a pas de liberté, on ne peut pas être heureux. C'est des gens qui ne sont pas heureux, et parce que eux-mêmes ils choisissent cette soumission. C'est le peuple qui veulent être soumis par un tsar, et c'est un peuple bizarre. Pourquoi il veut ça, on ne comprend pas. Donc oui, le peuple qui a voulu son tsar et il veut toujours. Mais Custine, il disait que c'est des gens très étranges. Voilà. Conclusion de Custine, le pays des morts vivants, c'est une prison. La Russie, c'est une prison de liberté. Voilà. Custine.
Heureusement, il y avait d'autres qui ont vu autre chose. D'ailleurs, en même temps que Custine, au tout début des années, il y avait Juvencourt qui a écrit les louanges au tsar et qui a dit que le tsar est tellement aimé en Russie, c'est un père, il est considéré comme un père du peuple et que les Russes, c'est vraiment leur façon de vivre l'histoire. Et eux, ils veulent, c'est leur choix et ça, c'est très bien comme cela. Il y avait des différents avis. Voilà, sur la politique russe. Alors, pour le chaos russe, c'est Dostoïevski qui a très bien démontré, qui a très bien donc prophétisé ce chaos avec la révolution russe dans ses possédés. Quand il a écrit Les Possédés, on a bien vu qu'après, ça s'est réalisé, qu'il y avait une espèce de courant souterrain sous l'eau, sous la rivière gelée. Il y avait des mouvements, et c'est des mouvements après qui se sont explosés. Et il y avait cette révolution, ce changement, et cette Russie qui est basculée. Et ça fait partie, voilà, du chaos, du chaos qu'on maintient. On aime ça, on n'a pas envie de se débarrasser de ça parce que ça fait partie de nous et c'est vrai que de nous raisonner trop et pour essayer de stabiliser. C'est un peu le chaos, le chaos stable. C'est un peu le chaos qu'on maintient. C'est particulier, oui. Comment il a comparé les latins et les slaves, la comparaison des deux peuples par Vogüé. Alors regardez ce qu'il a dit. Il dit « Imaginez le latin et le slave devant une lunette d'approche. Le premier met l'instrument au point, c'est-à-dire qu'il raccourcit volontairement son champ de vision et voit plus petit pour voir plus net. Et le second développe toute la puissance des lentilles, agrandit l'horizon et voit trouble pour voir plus loin. » Je ne sais pas ce qui est mieux, en fait, dans les deux cas. Hein. Je n'ai toujours pas décidé. Finalement, c'est bien de voir assez précis, mais tu vois un petit champ de vision qui est petit. Et après, quand tu dézoomes, ça devient tellement grand, mais tu vois rien. Ça floue. Voilà, c'est la différence entre les Slaves et les Latins. Vogüé, non seulement comme seul Français, comme seule personne tout court, même les Russes n'ont jamais réussi à décrire l'âme russe comme Vogüé l'a fait. Je vous invite à lire, même pas mon livre, avant tout, lisez le livre de lui, Eugène Melchior de Vogüé. Il a écrit l'ouvrage qui s'appelle Le roman russe. C'est son ouvrage le plus célèbre, le critique justement, où il parle de la Russie, de l'âme, des écrivains, de leur parcours, de cette souffrance russe, ça s'appelle Le roman russe. Et vous verrez que, en tout cas moi, en tant que Russe, je n'ai jamais rencontré nulle part une telle compréhension, une telle subtilité de l'âme, de l'âme de mon peuple. Et c'est grâce à lui que je trouve qu'il a tellement mis des mots qu'il faut sur ce que nous sommes. Et c'est incroyable comment il a réussi, le seul de tout le temps, c'est le seul qui a réussi à peu près palper, de toucher, de voir ce que c'est la Russie. Et voilà, à part lui, il n'y a jamais personne qui a pu voir dans ces subtilités-là et d'avoir une telle éloquence pour l'exprimer. Comme il dit aussi, regardez ce qu'il dit des Russes, Vogüé dit, c'est un pays d'âmes vagues. Comme les âmes des gens de mer, concentrées, longuement résignées, avec des violences soudaines de désir. Terre faite pour les tentes plus que pour les maisons, où les idées sont nomades ainsi que les hommes. C'est beau. C'est magnifique. Moi, j'ai des frissons. J'adore. C'est merveilleux. Après, je vais vous parler sur ce dualisme. J'ai appelé dualisme, mais c'est assez curieux comme sujet. C'est la nature antinomique vraiment de l'âme russe, de la mentalité russe. Il y a plusieurs philosophes, si vous voulez. Chez Berdiaev, vous trouvez chez Lossky, chez Ilyine. Ils parlent tous de la même chose. Berdiaev, par exemple, il parle de cette dichotomie, antinomie russe comme soumission-révolte. Ça va ensemble chez nous. Donc c'est vraiment soumission-révolte, compassion, cruauté. C'est des extrêmes. Amour de la liberté, tendance au servage. Ça va toujours ensemble dans notre peuple. Lossky parle beaucoup aussi de cette antinomie russe. C'est rigolo. Lorsqu'il, par exemple, il disait
religiosité russe qui comprend en elle un athéisme ardent. Les Russes désirent agir au nom de l'absolu. Si, pour une raison ou une autre, le peuple russe commence à mettre en doute un idéal choisi, il est capable de passer de la peur et de l'obéissance devant Dieu à une révolte incontrôlable. Après, lorsqu'il aussi parle donc d'autres contrastes, hein, par exemple l'aspiration aux valeurs spirituelles suprêmes et des tendances anarchistes et nihilistes. Lorsqu'il parle aussi donc de la bonté innée à côté d'une cruauté extrême. Puis il dit aussi la faiblesse du caractère russe par rapport aux faiblesses de notre caractère. Il dit l'insouciance, on est très, très insouciant, et négligence dans le travail. Voilà, c'est un peu comment les Russes parlent d'eux-mêmes. Le penchant à l'absurdité, attention, ça c'est aussi notre grande qualité, le penchant à l'absurdité. Gogol. Mais oui. La passion pour la flagellation de soi-même par esprit de pénitence. Ça, on adore. Ça, quelque chose que les Russes, c'est notre activité préférée. C'est de se faire la flagellation morale par la souffrance. Et je ne sais pas, on adore ça. Et d'ailleurs, Vogüé, quand elle parle de Dostoïevski dans son roman russe, il appelle le chapitre qui est consacré à Dostoïevski, il dit Dostoïevski ou la religion de la souffrance. Pour vous dire que la souffrance, c'est nous. On aime souffrir, c'est le peuple qui veut souffrir, qui aime souffrir, et on ne peut pas imaginer comment on ne peut ne pas... Enfin, on aime souffrir. Pas qu'on aime... Il faut imaginer que personne n'aime souffrir. Moi non plus, je n'ai pas envie de souffrir. Mais en même temps, c'est quelque chose qui... notre âme, il a besoin de drame, de tragédie. Sinon, si tout va bien comme ça, tout beau, tout lumineux, tout clair, on commence à se sentir mal, on n'est pas bien, ça va pas, non. Non, tout de suite il y a quelque chose, on se dit non, quelque chose qui ne va pas. Ça, non. Vogüé dit, la Russie, donc c'est le pays où l'on ne veut de la vie que les extrêmes, où l'on sait tout supporter, excepté les sorts médiocres, où l'on aime mieux s'anéantir que se modérer. Voilà, c'est un peu ça. Dostoïevski disait aussi que l'homme russe, il est trop large, il est tellement large que Dostoïevski disait « je le rétrécirai un peu ». Voilà, tellement il est large. Et ceux qui, parmi vous, ne connaissent pas encore la culture russe, mais c'est vraiment un univers à part. Je ne suis pas tout à fait d'accord quand on dit qu'on est vraiment la même civilisation, on est les mêmes. On n'est pas les mêmes. On a les mêmes histoires, les mêmes histoires, donc romanes, évoluer vers le christianisme, c'est la base de notre société, mais on est tellement différents, et c'est intéressant de voir ces différences. On n'est pas forcément compatibles l'un avec l'autre, c'est vrai. Vivre ensemble, peut-être avec les Russes, on n'est pas avec les Français, il y a beaucoup de différences. Mais c'est le peuple qui reste le peuple ami, et le peuple qui comprend, avec qui vous avez ici les mêmes besoins, on a les mêmes aspirations, on a la même visibilité de l'avenir. Et pour finir, je vais vous parler aussi de... là, je tombe sur une citation de Rilke qui parlait, d'ailleurs, Rilke qui admirait beaucoup la Russie et qui a dit, dans son Histoire de bon Dieu, dans son livre, il y a un dialogue, il y a deux personnages qui parlent, il y a un qui demande l'autre, il dit « À quoi la Russie confine-t-elle ?» La question, à quoi la Russie confine-t-elle ? Et la réponse, donc il dit, mais oui, vous le savez très bien, à quoi la Russie confine-t-elle ? Et la réponse, c'est avec Dieu. La Russie confine avec Dieu. Alors là, c'est quelque chose aussi de fondamental, avec la différence avec l'Occident. D'ailleurs, ça, on a même reproché beaucoup à la Russie cette absence de moi, absence d'identité personnelle, absence d'individualité. Souvent, on a rapproché aux soviétiques, là, et tout au cours de l'histoire russe, on a entendu que les Russes, vous êtes trop communautaires, vous êtes trop, vous n'avez pas d'identité personnelle, il n'y a pas d'expression personnelle chez vous. Et oui, il n'y a pas, on a un pays qui est, d'après Franck, par exemple, Franck, il en parle très bien, c'est notre philosophe Siméon Franck, et qui parle de nous-philosophie. Donc pour lui, il explique vraiment cette
L'ontologie du peuple russe même, que nous, il n'y a pas, c'est pas le moi qui est important, c'est le nous. Et donc il appelle ça le nous philosophie, et que le nous, ce n'est pas plusieurs moi, hein. C'est comme tout un corps, et dans chaque moi, il y a nous. C'est inverse, c'est vraiment le peuple qui a cette conscience de... on est toujours lié avec d'autres, on est toujours en communion, on est en permanence en communion avec les autres. Et on n'a pas du tout, c'est pour ça que la Russie aussi reste encore aujourd'hui assez intouchée par cet individualisme qui règne en Occident. On a quand même, ça nous préserve, notre histoire, notre mentalité nous préserve de cela, parce qu'il y a c'est plus fort que nous, c'est notre identité communautaire qui veut qu'on on a cette conscience de fusion avec l'autre, et on s'inquiète, on parle jamais de nous, on veut toujours plutôt pas de moi, je veux dire, mais on parle de nous et du destin, on prend plus large, toujours. Et il y a peut-être, on dénigre un peu le moi, on ne laisse pas s'exprimer trop. C'est pas bien de vouloir tout cela, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Bah après, c'est pas tous les Russes, bien sûr, mais je vous parle de la mentalité historique, je ne parle pas des Russes en particulier. Mais quand on parle de mentalité du peuple, on parle de quelque chose qui donne l'image. C'est curieux comment, en tout cas, on n'a pas les mêmes valeurs. Ce qui est, comme Bismarck aussi disait ça, ce qui est bon pour l'allemand, c'est aussi la catastrophe pour le russe et vice-versa. Et on a compris qu'il y avait des différentes bases, différentes valeurs et des différentes priorités de la vie, et différentes visions du monde. Et que aujourd'hui, je conclus, je vous laisse après me poser les questions si vous souhaitez, ou discuter entre vous. Mais si maintenant on parle d'aujourd'hui, de l'époque d'aujourd'hui, de cette Russie, de ce mystère russe aujourd'hui face à l'Europe, en quelle relation ils sont, je dirais que l'Europe, oui, devrait, aujourd'hui, c'est le moment que l'Europe, comme il y a 100 ans, au moment de Vogüé, quand l'Europe a tourné son regard par nécessité, donc de cette amitié contre l'Allemagne et cette nécessité de redressement spirituel de la France, elle a tourné le regard vers la Russie. L'histoire est cyclique. Aujourd'hui, on se retrouve dans le contexte un peu différent, mais dans la même nécessité, dans le même besoin qu'il y a 100 ans, parce qu'on voit l'état actuel de l'Occident, et à ce moment-là, pourquoi l'Occident devrait se tourner vers la Russie? Alors je vous dis brièvement pourquoi, à mon avis, on devrait aujourd'hui regarder la Russie. Donc parce que il y a en regardant, donc la Russie pourrait inspirer la France à retrouver le bon sens qu'elle a perdu. Elle peut inspirer. Je ne dis pas que on n'est pas les leçons je n'ai pas des leçons à donner, parce que ce qui est bon pour nous, ça va pas être bon pour vous. Mais il y a une certaine inspiration, une certaine peut-être nostalgie de l'avant, peut-être des valeurs. Ça peut-être faire réveiller les consciences, parce qu'il y a cette alternative, parce qu'il y a cette Russie qui a choisi une autre voie, et pas la voie de cette uniformisation qui mène vers le néant. Quand on uniformise, quand on tout, au final, ça devient le néant, quand il n'y a plus rien. Quand on efface tout, il n'y a plus rien. Alors, pour s'inspirer et pour pouvoir retrouver le bon sens perdu, et d'ailleurs, le bon sens, je ne parle pas dans le terme de cartésienne, ce n'est pas un bon sens selon Descartes, mais c'est le bon sens de la vie, c'est le bon sens des valeurs, de conscience des valeurs. Et les valeurs telles que respect et connaissance de l'histoire, là, la Russie peut aujourd'hui donner l'exemple à l'Occident. Hommage à nos pères et à nos grands-pères, hommage à nos ancêtres, sens de hiérarchie qui est importante, qu'on a perdu ici. Et avec cette américanisation de la société, cette uniformisation, il n'y a plus de hiérarchie, mais les hiérarchies existent, rien que quand on parle, par exemple, maintenant, je reviens à cette image de tsar. Pourquoi les Russes aiment tellement le tsar? Parce qu'on a ce sens de hiérarchie, selon Berdyaev d'ailleurs, où il y a le peuple, il y avait le père du peuple, le tsar, après donc l'empereur, plutôt
ça, l'empereur, c'est ça chrétien, c'est le terme vraiment qui porte le message, c'est l'empereur. Après, plus haut, c'est Dieu, donc c'est lui qui est messager, qui est en quelque sorte là pour porter ce message. Et après, il y a Dieu, il y a l'univers, et il y a les hiérarchies à respecter en tout. Et donc, sans ce sens de hiérarchie philosophique, spirituelle, humaine, sociétale, politique, il y a l'effacement. Enfants, parents, aujourd'hui, les personnes, j'ai l'impression que on oublie un peu nos places respectives. Quelle est vraiment la place? Il y a les places de chacun, chacun a sa place. L'enfant a sa place, l'adulte a sa place, et quand on ne respecte pas les hiérarchies, on ne peut pas égaliser et parler en égalité. Il n'y a pas de cette égalité. De quelle égalité on peut parler? Il faut respecter les hiérarchies. Et après, il y a l'héritage chrétien, bien sûr, transmission de cet héritage, transmission tout court, l'envie de transmettre et le devoir de transmettre, conscience nationale, des priorités nationales, sens du sacrifice, ce que la Russie garde toujours. Elle a toujours ce sens de sacrifice. Là où il y a le sacrifice, il y a le héroïsme. Là où il y a l'héroïsme, il y a le sacré. Et donc, les choses fondamentales. Transfiguration, notion de l'idéal, conscience du bien et du mal, et embellissement de l'âme. En tout cas, je résume aujourd'hui ce que la Russie peut donner, comment elle pourrait inspirer, en tout cas, le retour de ces idéaux perdus, ce bon sens de vivre, de savoir vivre en Occident. Je vous remercie. Merci.